On l'a dit, on l'a répété, pas de permis, pas de boulot. Marie-Thérèse Giorgio, et vous êtes médecin agréé pour les permis de conduire. Merci, madame, d'être avec nous aujourd'hui. Un permis de conduire, c'est aussi un permis de travail. Alors, la perte du permis de conduire, c'est grave, docteur? Bonjour, je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Donc, je rappelle que toute personne qui est victime d'une suspension ou d'une annulation de son permis de conduire doit passer une visite médicale. Donc, ces visites médicales se déroulent auprès de médecins qui sont agréés par le préfet. Ils sont agréés au sein de chaque préfecture, au sein d'un département. Donc, j'ai une activité effectivement annexe. Tous les médecins qui exercent cette activité, c'est une activité qui est annexe. Ce sont soit des médecins traitants ou moi-même, je suis médecin du travail salarié. Ces deux activités n'ont aucun lien. Néanmoins, je suis assez bien placé, entre guillemets, pour mesurer les conséquences de ces suspensions du permis de conduire. Puisqu'effectivement, les gens utilisent leur permis de conduire soit dans le cadre de leur travail, c'est par exemple le cas d'un commercial, d'un chauffeur poids lourd. Donc dans le contrat de travail, il est bien précisé que l'intéressé doit être titulaire de son permis. Et s'il n'a plus son permis, la convention collective prévoit parfois une mesure de reclassement. Le plus souvent, ça conduit à la perte de l'emploi. Et puis, il y a également des personnes qui, sans avoir besoin du permis pour exercer strictement leur travail, ont besoin de leur permis de conduire pour se rendre sur le lieu de travail. Comme vous l'avez dit par ailleurs, beaucoup de personnes n'habitent pas en zone urbaine, desservies par les transports en commun. Et puis, il y a également les artisans. On voit beaucoup d'artisans qui cessent leur activité parce qu'ils n'ont pas les moyens de transporter leur matériel autrement qu'avec un véhicule. Donc l'excès de vitesse peut conduire soit à une annulation du permis de conduire, si c'est un excès de plus de 30 km/h, mais surtout, nous, ce qu'on voit, ce sont des annulations parce que les gens n'ont pas vu qu'ils n'avaient plus de points sur leur permis, c'est ce que disait donc, l'avocat qui est à cette table, c'est-à-dire qu'il y a un cumul de petites infractions, les personnes n'ont pas le réflexe d'aller créer un compte, d'aller consulter effectivement le solde de points qui se trouve sur leur permis de conduire. Donc le profil des usagers que nous voyons en visite médicale, en se concentrant sur les gens qui ont une suspension, une annulation en lien avec la vitesse, donc ce sont pour la plupart des personnes, 75% approximativement, qui sont des gens qui passent beaucoup de temps sur la route, qui font 80 000 km par an, sont le plus souvent des hommes, effectivement, rarement des femmes, et des commerciaux. J'ai obtenu, puisque moi je suis médecin agréé auprès de la préfecture de Lyon, les chiffres pour suspension administrative dans le Rhône. Pour la vitesse, elles ont progressé de 27% en 2012 et 2013. Donc, les conséquences de cette perte du permis de conduire, bien souvent, c'est la perte de l'emploi. Donc, si la personne est salariée, l'employeur licencie, puisqu'elle ne peut plus remplir son contrat de travail. Les artisans cessent leur activité. Alors, certaines personnes trouvent une petite alternative et recrutent, par exemple, une personne pour les conduire. Donc, à la limite, c'est possible pour les artisans. Mais pour un salarié, il y a eu des cas de jurisprudence où des salariés ont été licenciés justement parce qu'ils n'avaient pas averti l'employeur qu'ils n'avaient plus de permis. Ils ont, entre guillemets, salarié quelqu'un pour les conduire. Et puis, il y a beaucoup d'arrêts maladie fictifs, puisque des personnes qui se retrouvent sans permis de conduire et qui ont une obligation d'avoir leur permis pour faire leur travail vont voir le médecin. Il y a un arrêt maladie qui permet finalement de ne rien dire à l'employeur et puis de retrouver son travail à l'issue de l'arrêt, qui peut quand même durer 4 à 5 mois. Bon, c'est un petit peu une complicité des médecins traitants. Néanmoins, quand on voit toutes les conséquences de ce que représente la perte de l'emploi, etc., et toutes les atteintes à la santé, on peut presque considérer que c'est une mesure de protection de la santé des gens. Voilà. Donc ces conséquences sont très graves puisqu'elles conduisent effectivement à la désinsertion professionnelle, sachant que nous, les médecins, on fait tout pour limiter cette désinsertion professionnelle. On sait qu'un arrêt de travail de 4 à 6 mois fait que les gens ont énormément de difficultés à retrouver un emploi ensuite. Et puis j'en profite donc pour parler de l'ambiguïté des tests psychotechniques, puisque jusqu'en 2012, il y avait une obligation pour les gens qui faisaient des visites médicales de faire des tests psychotechniques si le permis était annulé. En 2012, il y a eu une réforme de l'organisation des visites médicales du permis de conduire qui a décidé que toute suspension, et l'article du Code de la route disait pour une durée qui doit être fixée par un décret en Conseil d'État, toute suspension doit donner lieu également à la réalisation de tests psychotechniques.
l'été 2013, étant donné que ce décret qui devait fixer la durée de la suspension n'était pas publié, le ministère de l'Intérieur a envoyé des directives aux préfectures demandant de ne pas faire ces tests pour les suspensions tant que le Conseil d'État n'avait pas publié la durée de la suspension. Alors, justement, pourquoi les applique-t-on, semble-t-il, dans pas mal de départements alors que ce n'est pas publié? Alors, moi je suis rattachée à la préfecture de Lyon, qui a demandé aux médecins agréés de ne pas appliquer cette mesure. Par contre, la plupart des préfectures ne l'ont pas appliquée. Et je vous explique comment je le sais. J'administre un blog sur les visites médicales du permis de conduire. J'ai effectivement des milliers de commentaires qui m'expliquent telle préfecture, on m'oblige à faire des tests, telle préfecture, etc. Bon, je pense qu'il y a d'énormes conflits d'intérêts avec les centres de tests psychotechniques et une énorme pression de la part de ces centres de tests qui ont fait des courriers même aux médecins agréés pour expliquer que cette directive du ministère de l'Intérieur ne tenait pas devant les tribunaux, etc. Donc j'insiste beaucoup là-dessus parce que ces tests psychotechniques sont facturés 65 à 150 € suivant les centres. L'agrément des tests est extrêmement fantaisiste, ça repose sur aucun contenu. Et nous, en tant que médecins agréés, on aimerait mieux que cet argent soit utilisé dans d'autres contextes, notamment pour les conducteurs qui ont été victimes d'infractions sous l'emprise des stupéfiants, où on aimerait pouvoir faire des tests d'analyse sur les cheveux, qui sont facturés 60 €, plutôt que de faire des tests psychotechniques qui, selon nous, ont peu d'intérêt, a fortiori dans la nouvelle génération qui manipule très bien le joystick, etc. Donc, ça n'a aucun pouvoir discriminant. Et ces tests, tout le monde on est vraiment tous égaux devant ces tests ou... Alors non, parce que de toute façon, la nouvelle génération, à 100%, réussit ces tests. Donc c'est pour ça que ça n'a aucun pouvoir. C'est comme à l'armée, quoi. C'est comme à l'armée. Par contre, si vous voulez, un senior n'a aucune chance de réussir ces tests, alors que sa capacité à conduire est tout à fait correcte. Donc encore une fois, pour nous, ça n'a aucun caractère discriminant. Voilà, ça n'a pas d'intérêt. On est tous, les médecins agréés, on est tous d'accord là-dessus. Entraînez-vous à la Game Boy, alors. En tout cas, un senior, on voit quand même des gens qui ont un permis annulé. Bon, là, on n'est plus vraiment dans la vitesse, qui ont un permis annulé des adultes parce que leur enfant a fait, quand il y avait un retrait de points, a fait déduire ce point sur le compte des parents, etc. Et on voit donc des seniors, des gens de 60 ans qui ont plus de points sur leur permis, ils sont dans l'incapacité de réussir ces tests. Voilà. On est un petit peu à la marge de la vitesse. Donc, effectivement, on pense qu'on pourrait sensibiliser au risque lié à la vitesse sans suspendre le permis de conduire, puisqu'on a quand même tendance, cette répression excessive tend quand même à infantiliser les gens, à déresponsabiliser. Je pense aussi que réduire la vitesse permet aux gens au volant de faire d'autres choses que de conduire. Donc, notamment, les gens sont sur les smartphones. On voit des gens qui sont renversés sur des passages cloutés et le conducteur n'a pas du tout freiné. Donc, visiblement, il regardait vraiment autre chose que la route. Donc, voilà, je pense que l'usage des smartphones au volant, on n'en parle pas beaucoup. C'est quand même extrêmement délétère. Moi, je pense que l'administration devrait informer vraiment très régulièrement du solde de points. On est dans une société qui est hyper assistée et paradoxalement, pour le solde de points, personne ne dit rien. Comme le disait donc l'avocat qui est acceptable, les courriers arrivent en lettres simples, les gens ne sont pas au courant et un beau jour, on leur demande de rendre leur permis. Donc pour des gens qui ont besoin de leur permis pour travailler, pour leur vie sociale, c'est la catastrophe. Le permis blanc, alors pourquoi ne plus pouvoir disposer d'un permis blanc pour aller travailler, c'est-à-dire qu'avoir la suspension de permis qui s'exerce exclusivement pendant le week-end et que la semaine on puisse aller travailler. Il y a effectivement la loi de 2003 interdit le permis blanc pour les suspensions en lien avec l'alcool, mais néanmoins ça reste possible pour des suspensions liées à la vitesse. Mais bon, j'en ai parlé en aparté avec l'avocat qui nous en parlera peut-être. En pratique, ça ne se fait plus jamais. Personne ne peut obtenir un permis blanc. Alors que ça permettrait peut-être d'être une alternative. Bon, ça permet aux gens de prendre conscience qu'ils ont fait un excès, mais ça leur permettrait quand même de conserver leur travail, voilà, et leur vie. Et puis on a beaucoup parlé des autoroutes. Donc moi, en tant que médecin du travail, je vois beaucoup d'entreprises de transport qui demandent à leurs chauffeurs de ne plus prendre les autoroutes parce que ça coûte beaucoup trop cher. Et les commerciaux de même, les employeurs demandent aux commerciaux de ne plus prendre les autoroutes parce que pour un commercial qui roule à peu près 80 000 km par an, ça coûte environ 300 € hors taxes par mois. Et compte tenu du contexte économique actuel, il n'y a pas de petites économies.
Donc les commerciaux doivent prendre davantage les routes nationales, doivent traverser plus de villages, ils sont nettement plus exposés aux excès de vitesse. Donc, effectivement, donc on ne nie pas que c'est évident, que la vitesse est un facteur aggravant. On pense effectivement qu'il faudrait repenser cette politique de sécurité routière, donc davantage responsabiliser. Pourquoi ne pas offrir une alternative plutôt que pourquoi suspendre le permis quand les gens ont commis une infraction liée à la vitesse? Pourquoi ne pas chercher à sensibiliser? Pourquoi ne pas demander aux gens d'aller 2 jours dans un centre de grands traumatisés de la route? Puisque personnellement, en tant que médecin, pour avoir fréquenté ces centres, quand on passe une journée dans ce centre, quand on s'en va, on n'appuie pas du tout sur le champignon. Quand on voit des blessés, des motards, et je pense que ça marquerait peut-être plus les esprits finalement que de suspendre le permis. Voilà, et puis je voudrais en profiter pour dire que le système des visites médicales du permis de conduire mériterait d'être complètement refondu. On a un système qui est extrêmement archaïque. Les Canadiens, les Belges, les Suisses ont des systèmes, donc des consultations multidisciplinaires, notamment pour les seniors, avec des mises en situation, de la conduite sur route. Voilà. Et puis des tests qui seraient plus performants. J'insiste sur l'analyse des cheveux. Par exemple, pour un conducteur qui a conduit sur prise du cannabis, donc on voit ces gens, un peu de temps après, ces gens nous apportent un test urinaire. On sait très bien que le test urinaire reflète la consommation des 3 semaines précédentes. Donc tous les gens le savent, ils cessent toute consommation avant de venir à la visite médicale. On les revoit 1 an après, ils redéveloppent la même stratégie. Pendant 15 jours, 3 semaines, ils ne fument pas. Alors que si on fait un test sur les cheveux, c'est un test qui est largement utilisé dans les pays européens. Donc on prend une mèche de cheveux. Donc ce centimètre-là reflète ce que j'ai fumé il y a 6 mois, 5 mois, etc. Et le centimètre qui touche le cuir chevelu, ce que je viens de fumer le mois qui vient de s'écouler. Donc on aurait vraiment du recul sur quelle a été l'attitude des gens vis-à-vis des stupéfiants. Voilà. Mais on continue à demander des tests psychotechniques. Voilà, qui pour nous ont un intérêt extrêmement limité. Vous me rappelez en cela, le contrôle technique des vieux véhicules diesel où il suffit de rouler 50 km/h à 8000 tours et comme ça il n'y a plus de pollution quand on passe au contrôle.